de l'Inspection générale de son invitation pour cette première session de formation. Nous avons retenu comme titre pour mon intervention « Prendre en charge un groupe, engager une conversation de travail ». Donc un ensemble de termes de l'ordre du vocabulaire courant, assez banal, assez ordinaire, mais qui me semble mériter d'être considéré avec attention par rapport à ce qui va vous occuper dans le cadre de ces formations autour des constellations. Je vais aborder successivement ces trois points. En quoi est-ce que prendre en charge est à considérer avec attention, soin par rapport à ce que vous avez à faire. En quoi est-ce que ce que vous allez engager avec vos groupes relève de ce qu'on peut appeler une conversation, de ce que je propose de considérer comme une conversation. Et enfin, quelques considérations sur le travail, puisque c'est ce qui va être au centre de vos occupations avec les enseignants. Prendre en charge un groupe. Je voudrais d'abord insister sur l'idée que ce ne sont pas que des questions techniques, que derrière la prise en charge d'un groupe, il y a des enjeux symboliques forts. On ne s'engage pas impunément dans une activité de groupe, que ce soit comme animateur ou comme participant, donc pour vous comme pour les gens qui vont être autour de la table avec vous, que ce soit ponctuellement au cours de la séance ou sur du long terme. Il y a des questions techniques qui vont inévitablement se poser sur l'organisation, le déroulement de la session de formation, la prise en main un petit peu technique du groupe, des questions d'horaire, d'espace, de lieu, etc. Il y a aussi inévitablement une dimension symbolique forte à prendre en compte, que je vous propose de visiter à partir d'images de notre patrimoine culturel, et c'est un exercice qui peut être intéressant pour vous en abordant ces réunions. À quelles images vous renvoie cette idée de groupe et d'implication dans un groupe? Celles qui me viennent, c'est par exemple l'école d'Athènes, donc là la fresque de Raphaël, avec quantité de philosophes prestigieux, là en tout cas dans l'imaginaire du peintre, mais qu'on peut imaginer rassemblés ensemble autour de l'académie, dans une logique d'ébullition intellectuelle. Deuxième image un peu forte, la table ronde, avec le roi Arthur, Galade, Lancelot, etc., réunis autour de ce projet de quête du Graal. Troisième image que je vous propose, qui me vient à l'esprit en pensant à un groupe, la leçon d'anatomie du docteur Tulpe de Rembrandt, où là aussi on voit un groupe passionné par cette autre quête qui est celle du savoir. Quand on se réunit en groupe, c'est avec cette ambition d'être plus forts ensemble, d'être plus intelligents pour nos philosophes, d'être plus savants pour nos chirurgiens. C'est une force qui peut être compliquée à maîtriser. Donc avec cette dimension technique qui va être l'objet de mon propos aujourd'hui, avec un certain nombre de recommandations que je pense pouvoir vous faire sur la façon d'organiser et d'intervenir et d'être actif dans un groupe, avec tout ce qui peut relever de l'anticipation de ce qu'on a à faire au moment où on se place dans la perspective de prendre en charge un groupe, tout ce à quoi on peut se préparer et sur lequel on a une certaine maîtrise, mais en n'oubliant jamais que les meilleurs conseils ne prémunissent pas de tout ce qui peut se passer quand on réunit des gens en chair et en os autour d'une table. Il y a une dimension humaine dans un groupe, autour de la personnalité de l'animateur, autour de la personnalité des présents, et autour de la dynamique dans laquelle les uns et les autres vont s'enclencher, qui relève de l'imprévisible, qui relève de la vie réelle, et de quelque chose qui va forcément mettre à l'épreuve tout ce à quoi vous aurez été préparé. Et enfin, dans cette prise en charge du groupe, il y a aussi une dimension symbolique, ce qui échappe même à la maîtrise. Vous vous êtes tous retrouvés, j'imagine, à un moment ou un autre, dans des groupes où des tensions apparaissent, éventuellement des querelles, éventuellement des frictions, ou au contraire, des moments j'y vais fort, d'apothéose, d'énergie collective, d'enthousiasme, où on sent que quelque chose relève de l'énergie collective du groupe. Et ça, qui se maîtrise peu, qui déborde les individus qui y participent. Alors comment faire pour maximiser cette force ou au contraire maîtriser autant que possible les dangers qu'il peut y avoir du côté du groupe? Un terme qui me semble essentiel, c'est celui de confiance, qui a déjà été prononcé dans les propos introductifs. Comment construire la confiance autour d'un groupe? Je vais partir pour explorer cette idée d'une citation attribuée à, je ne vais pas retrouver la référence exacte, Paul Ricoeur. La confiance naît de la parole tenue.
Ça me semble très intéressant, très significatif quand on y réfléchit à tous les degrés. Évidemment, il y a le premier sens. La confiance naît de la parole tenue au sens de tenir parole, faire ce qu'on a dit qu'on ferait, ce à quoi, par exemple, on a beaucoup insisté dans les propos introductifs sur la mise à distance de la verticalité dans la formation qu'on vous propose, dans la prise en compte de la parole des enseignants, dans la construction même de l'objet de formation dans le cadre de ce plan français. Là, il y a une parole à tenir, il y a quelque chose qui est une promesse, pour l'instant, qui est à concrétiser auprès des enseignants. Donc il faut tenir parole. Il faut également tenir la parole. Je rajoute une préposition, un article, pardon. Tenir la parole au sens de soutenir la parole, d'abord. Et ça, c'est une des fonctions majeures de l'animateur dans le cadre des constellations, à mon sens. Soutenir la parole, c'est-à-dire l'encourager, la stimuler, la développer de la part des présents. Maintenir la parole également, de façon à construire sur la durée, à ne pas se contenter de propos de circonstances ou d'idées qui apparaissent et qui vont trop vite sous la table. Comment est-ce qu'on peut identifier des idées ouvrant des pistes particulièrement intéressantes de façon à les renforcer, les confirmer, les pousser à les développer. Et enfin, tenir la parole dans le sens de la contenir, garder le cap, éviter les dérives, éviter les dérapages vers d'autres circonstances ou d'autres objets que ce qui nous occupe ensemble, canaliser la parole, mais au meilleur sens du terme, dans le sens d'en conserver toute l'énergie. De ce point de vue-là, cette approche de l'animation des sessions de formation, des constellations que vous allez avoir à prendre en charge, me semble-t-il, invite à prendre de la distance par rapport au modèle d'animation que l'on a au travers des 3 images que je vous ai proposées. L'animateur dans une constellation me semble ne pas pouvoir être le philosophe et ses disciples, pas plus le roi et ses chevaliers en quête du Graal, et pas non plus le savant développant une explication auprès des élèves. Les 2 objectifs qui me semblent pertinents pour un animateur de constellation sont ceux que je vous propose avec cette diapositive. D'abord, poser un cadre pour faire vivre cette confiance. Poser un cadre, je vais développer un petit peu plus par la suite. Faire en sorte que les 3 heures de session de formation, les sessions se succédant les unes aux autres, soient construites dans leur déroulé, dans leur démarrage, dans leur aboutissement, dans leur circulation d'une session à l'autre, de façon cadrée, maîtrisée autant que possible, préparée et puis ensuite animée par l'animateur, de façon à susciter, à rechercher vraiment cette confiance, cette adhésion des participants à la vie du groupe. Ce qui impose pour l'animateur, par exemple, peut-être, sans doute, de ne pas laisser le groupe, se laisser envahir dans le groupe par une parole, excusez-moi. Comment maîtriser la parole de l'animateur, d'une part, des uns et des autres, de façon à ce que les échanges aboutissent à quelque chose de l'ordre de la confiance. D'autre part, il me semble essentiel pour l'animateur dans ce contexte d'avoir comme objectif de garantir la qualité des échanges. Non pas tellement se considérer comme un chef de chantier ou comme le garant d'une production finale, avec des objectifs qui seraient fixés au préalable et qu'il s'agit de tenir à tout prix, d'avoir essentiellement comme objectif la qualité des échanges entre participants, d'avoir comme indicateur personnel, à partir de votre expérience ou de ce que vous pouvez en dire, ce qui vous permettra de considérer que les personnes sortent de l'atelier, de la session de formation. On a eu l'impression d'avoir écouté, entendu, participé à des échanges qui soient vraiment productifs. Donc voilà pour tout ce que je voulais vous poser en préalable sur la question de la prise en charge du groupe. J'en viens à mon deuxième terme que je vais essayer de creuser. J'ai proposé de considérer que les sessions de formation que vous allez animer relèvent de la conversation, qui est un terme qui peut se discuter, qui peut sembler un peu badin comme ça à première vue, qui pour moi fait sens. Il y a une émission de France Culture que je me permets de recommander au passage depuis quelques mois, quelques années peut-être, qui s'appelle La conversation scientifique d'Étienne Klein. Donc on écoute Étienne Klein
j'allais dire philosophe, physicien en tout cas, mais épris de philosophie, qui tient avec son invité une conversation qui est loin du badinage, qui est tout à fait consistante sur le plan intellectuel, conceptuel, et où il y a une dynamique, il se pose lui-même comme interlocuteur de son invité, dans une dynamique qui relève de l'échange intellectuel tout à fait brillant. Et si les constellations parvenaient à ce degré de qualité en termes de conversation entre une dizaine d'enseignants réunis, il me semble que ça serait assez intéressant. Donc on n'est pas dans le cadre de ce qu'on vous propose ici, dans un cours descendant, dans une formation du sachant vers les apprenants, comme c'était dit tout à l'heure. On n'est pas non plus dans un bavardage un peu informel entre amis. On est dans une conversation. Une conversation qui, premier point, premier élément de définition, s'inscrit dans une histoire. Une conversation me semble intéressante dans l'optique de quelque chose qui ne se réduit jamais au temps d'échanges passés ensemble. Les personnes que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontrées, si les constellations ont démarré, viennent avec un certain nombre d'attendus à l'esprit, viennent avec une certaine représentation de ce qui va se passer là, et entre les sessions elles-mêmes, la conversation, d'une façon ou d'une autre, va se dérouler, va se poursuivre, de façon informelle peut-être entre les participants, ou chacun dans son fort intérieur, et les moments essentiels, les moments formateurs même de cette conversation peuvent aussi bien se produire en dehors des moments précis où vous êtes réunis que pendant les échanges eux-mêmes, et avec tout partie des participants. Donc il y a cette idée importante qui me fait choisir ce terme, il y a une forme de continuité dans une conversation. Ce qui vous invite en tant qu'animateur à repérer les représentations initiales des participants, à repérer ce qui est pour eux acquis à leur arrivée, ce qui relève des implicites entre les participants, des connivences, toutes les choses qui vont faire tenir le groupe sur la longue durée de la conversation. Ce qui m'invite aussi à vous inviter à recourir à des dispositifs de démarrage de séance, comme ce qu'on appelle des quads neufs, un outil qui est familier à l'école primaire. Comment entrer dans un temps de formation comme des élèves entrent en classe en faisant un pas de côté par rapport à sa vie quotidienne, par rapport à ses préoccupations intérieures. Comment, autour d'un premier mot préalable, renouer conversation entre les membres du groupe et lancer la dynamique, c'est important. Idem pour le temps de clôture, un mot pour finir. Permettre à chacun, dans un rapide tour de table, de dire un mot pour reprendre place dans l'issue de la conversation et remoudir sur autre chose. Et enfin, dans cette même logique d'être attentif à la dynamique, ne pas négliger les moments de pause. On sait bien que dans les moments de formation, les interactions informelles dans ces interstices du temps de travail peuvent être tout à fait décisifs. Le terme de conversation me semble intéressant aussi dans ce qu'il invite à penser en termes de qualité d'écoute, en termes de répartition de la parole dans le groupe. Donc on est dans un cadre où on essaie de tenir à distance les tentations de verticalité avec une parole trop descendante. On est aussi dans autre chose qu'une simple horizontalité entre professionnels sur un pied d'égalité. Il y a quelque chose qui doit se construire et qui va passer par des échanges entre émission et réception. On ne peut pas être seulement dans une parole magistrale, on ne peut pas être seulement non plus dans une succession de soliloques, comme dans une discussion entre amis où chacun raconte son anecdote à tour de rôle ou ses souvenirs de la journée et un point c'est tout. Pour arriver à dépasser ces deux dérives possibles, je voudrais insister sur la qualité d'écoute qu'il s'agit d'avoir d'abord soi-même en tant qu'animateur et ensuite de chercher à susciter, d'être attentif dans le cadre du groupe. Et pour cela, être attentif à tout ce qui relève des coupures de parole ou de ce qu'on appelle, avec un terme un peu technique, les chevauchements. C'est-à-dire lorsqu'une personne embraye sur un propos immédiatement après l'interlocuteur précédent, donc avec manifestement très peu de temps d'élaboration et une réaction un peu vive qui est plus de l'ordre justement de la réaction ou du ping-pong que de l'élaboration intellectuelle. Un groupe qui vit, qui élabore intellectuellement, c'est, me semble-t-il, un groupe, évidemment, on s'exprime à tour de rôle de façon un petit peu égalitaire, mais c'est aussi un groupe où il y a une qualité d'écoute
qui se repèrent en particulier à ce moment-là, comment se succèdent les prises de parole. Est-ce qu'il y a un temps de latence pour assimiler un propos qui vient d'être énoncé et y réagir de façon pertinente, adéquate? La qualité d'écoute, c'est aussi une qualité à différentes échelles de temps. Bien sûr qu'on écoute la personne au moment où elle parle, il y a aussi une qualité d'écoute dans la dynamique sur le temps long de la formation. Une session de 3 heures est un peu long. Comment est-ce que vit la conversation? Comment est-ce qu'on avance? Comment est-ce que, dans des échelles de temps, de la minute, de l'heure, etc., la conversation progresse ou au contraire régresse, stagne, etc. Tout ça, c'est des choses qu'il s'agit d'écouter attentivement pour arriver à influer autant que possible sur la créativité, je vais dire, du groupe. La dynamique, on peut dire, de la discussion, de la conversation. Troisième point, considérer qu'une conversation est un jeu de rôle. Dans une conversation à 10, 12 personnes, comme vous le serez dans le cadre des constellations, il y a une logique qui s'impose à tous et qu'on maîtrise en général assez mal, de répartition des rôles entre les présents. Inévitablement, dans les 10-12 personnes, vous aurez des personnes qui vont endosser le rôle du bavard, le rôle du raconteur d'histoire, le moralisateur, l'opposant. Voilà la liste qui est à votre écran, qui pourrait être allongée sans difficulté. Je voudrais insister sur l'idée que ces rôles, que chacun va plus ou moins endosser en s'ajustant les uns aux autres, ne sont pas de l'ordre du parasitage, ce sont des fonctions qui sont indispensables à la vie de la conversation. Par exemple, il est utile de repérer la personne qui va être dans le rôle du divergent, dans le rôle du poil à gratter, dans le rôle de celui qui va faire partir le groupe dans une autre direction, ou qui va être dans la peau de banane peut-être parfois, et parfois l'idée un peu subite et géniale. C'est intéressant de repérer ça, de façon à le développer, à le faire fructifier, à le maîtriser. Même chose pour les personnes qui ont tendance à avoir besoin d'envahir le groupe par la parole, ou au contraire qui, spontanément dans un groupe, vont se situer plutôt en retrait, en laissant parler les autres. Ce sont des fonctions, des rôles à repérer, là aussi pour agir avec doigté et délicatesse, mais plutôt que de laisser les gens s'enferrer dans leur rôle, stimuler la personne qui s'exprime le moins en l'invitant à prendre la parole ou en étant attentif au moment où elle peut-être s'élance pour prendre la parole, elle n'ose pas. Et au contraire, ne pas hésiter à profiter des pauses pour interrompre le prolixe, la personne trop bavard, ou au contraire, l'inviter à tenir compte aussi un peu des autres. Donc ce sont des fonctions, c'est aussi des symptômes. Ça fait partie de la vie d'un groupe d'avoir affaire à des râleries ou à des contestations, ou à des freinages de pied, etc. C'est sûrement des choses qui évoquent des souvenirs quand je parle de ça. Là aussi, repérer ce qui, dans ces modalités, relève de la vie du groupe et pas seulement d'une personnalité qui serait par essence, par nature, de l'ordre du râleur de service, du casse-pied ou je ne sais pas quoi. S'il y a un casse-pied, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans le groupe qui rend possible cette fonction-là à ce moment-là, voire nécessaire. Et bien sûr qu'on peut s'exprimer par rapport à la personne qui agit. On sait par exemple, pour permettre un parallèle avec les situations de classe, qu'exclure le contrevenant ou le trublion, c'est aussi s'exposer à que quelqu'un le remplace aussitôt la porte franchie. Si vous maîtrisez le râleur, sans traiter la question de fond de la râlerie, il y a bien des chances que quelqu'un d'autre prenne le relais. Et face à ces symptômes, la recommandation majeure, et là aussi c'est vrai pour la classe, c'est de ramener à l'activité, à ce qui vous réunit, et donc à ce projet de formation. Comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on avance, comment est-ce qu'on réfléchit, en quoi est-ce que ces interventions sont utiles à ce qu'on a à faire et à se dire ensemble. Quatrième point sur cette question de la conversation. Une conversation a une dynamique, c'est un mot que j'ai déjà employé plusieurs fois. On peut parler aussi d'énergie, voire d'électricité dans une conversation. Et de ce point de vue-là, l'animateur a un rôle essentiel et pas simple à tenir, que je dirais tantôt catalyseur, tantôt paratonnerre, pour rester dans les métaphores électriques. Catalyseur au sens qui va cristalliser l'énergie collective et va lui permettre d'avancer en ayant le souci de l'ordre du jour, en ayant le souci de la construction collective, en ayant le souci de l'atteinte des objectifs que le groupe s'est fixé collectivement.
Et ça, avec une fonction qu'on ne peut pas minorer, ni à laquelle on ne peut pas échapper, de délégation du groupe. Quand quelqu'un se pose comme animateur dans le groupe, là, le rôle est tenu, et puis même en partie institutionnel, c'est à lui de veiller à ce que la réflexion et le travail collectif avancent, et donc d'avoir cette fonction de catalyseur. Donc à l'animateur, et personne ne peut le faire à sa place, d'accueillir, d'encourager les prises de parole positives, créatives. Paratonnerre, c'est un peu moins agréable, n'empêche qu'un paratonnerre est utile pour éviter les incendies et a pour fonction, s'il est suffisamment solide pour ça, de faire en sorte que l'énergie de la foudre se dissipe dans le sol et au final soit plus féconde qu'autre chose. C'est à l'animateur, avec la focale qu'il attire sur le groupe, d'accepter de jouer ce rôle de paratonnerre, d'accepter d'encaisser les étincelles en le prenant justement dans sa fonction d'animateur et pas évidemment autant que possible, évidemment c'est pas si simple que ça, autant que possible en évitant de le prendre sur un plan personnel. Je passe très vite pour ne pas déborder sur le 5e point de cette partie conversation. Bon, alors très vite, et puis on verra si on peut vous mettre à votre disposition la diapo ensuite. Je voulais vous présenter rapidement 3 registres de parole dans un groupe, en invitant en tant qu'animateur à être attentif à ce qui relève d'un registre ou de l'autre. Il y a des prises de parole dans un groupe qui relèvent de ce que j'appelle, de façon rapide et sûrement discutable, la fonction fatigue. J'ai besoin d'exister, donc je m'exprime. Il y a ce qui relève d'une dimension que j'appelle, encore une fois, personnellement heuristique. On réfléchit ensemble et voilà, j'essaie de contribuer à la réflexion. Et puis, il y a d'autres prises de parole qui sont effectivement productives, qui permettent d'avancer, qui permettent de construire. Je pose ces 3 registres dans l'idée aussi que ces 3 registres de parole vont être dans une dynamique un petit peu inverse, c'est-à-dire que dans les premiers temps de prise de contact d'un groupe et de constitution d'un groupe, c'est essentiellement les paroles d'ordre fatigue, de registre fatigue qui vont dominer. Les gens ont besoin de se situer les uns par rapport aux autres. Et progressivement, on va basculer sur une parole plus réflexive, plus de l'ordre de l'élaboration intellectuelle pour arriver ensemble à comprendre ce qui se passe des situations exposées, avant, enfin, d'aller progressivement vers des paroles plus productives, plus efficaces, plus utiles, qui permettent au groupe d'avancer. Et donc, si je pose ces 3 registres, c'est avec l'idée que l'animateur peut avoir une fonction utile dans le groupe en repérant ces registres de paroles et en faisant en sorte que, progressivement, les paroles les plus productives prennent le pas sur les paroles heuristiques et plus encore fatigue. 3e terme que je voudrais développer dans la dizaine de minutes qui me restent, le travail. J'ai essayé de poser des éléments de cadre dans mes propos précédents, en insistant sur la nécessité de ce cadre pour construire la confiance. Un cadre n'a pas de sens s'il n'y a pas de contenu à encadrer, si on perd de vue ce qu'il s'agit de construire avec les participants à votre groupe. Et là, vous allez mettre au centre de vos échanges une question hautement délicate, qui est celle du travail. Donc je voudrais dire quelques mots avec ce que j'en maîtrise ou ce à quoi j'y réfléchis, pour donner de l'épaisseur conceptuelle à un terme qui est extrêmement familier, d'usage tout à fait courant et polysémique, mais qui, en l'occurrence, mérite d'être pris très au sérieux. Alors, la définition, la considération du travail que je vous propose dans cet exposé et puis pour ce que vous allez faire avec les constellations, c'est l'idée que le travail, comme toute parole, est à la fois familière. Ce que je vous dis là, je le dis pour la première fois et vous l'entendez pour la première fois, mais en même temps, c'est avec des mots tout à fait usuels et tout à fait courants. Et ce qui vous permet de me comprendre, le travail, c'est un peu de la même chose. Le travail d'un enseignant, ce que chacun fait dans sa classe au fil des heures, au fil des classes, des élèves, c'est quelque chose qu'on reconnaît toujours, qui est extrêmement similaire, semble-t-il, d'une journée à l'autre, d'une classe à l'autre, d'un enseignant à l'autre, etc. Et qui, en même temps, relève toujours d'un acte profondément singulier. Ce qu'on fait au travail, ce jour-là, cette heure-là, avec ces élèves-là, c'est toujours quelque chose d'unique, qui est absolument
impossible à reproduire tel quel, qui est impossible à anticiper complètement, parce qu'il y aura toujours de l'imprévu, toujours du décalage, etc. Tout ce que, je l'ai mis très rapidement entre parenthèses, tout ce que les ergonomes, les spécialistes du travail, appellent l'écart entre le travail prescrit et le travail réel, entre ce qu'on anticipe de son activité, de son travail, et ce qui se déroule effectivement dans le feu de l'action. Il y a toujours des écarts considérables. Et cet écart, il est rempli par une implication subjective de la personne dans son activité. Ça veut dire que, pour le dire plus familièrement, on met énormément de soi au travail. Et ce qui donne de la valeur à ce travail, c'est ce qu'on y met de soi, justement. Ce qu'on fait comme on peut, à son niveau, en fonction de ses compétences, de son humeur du moment, en fonction de son contexte et de tous ces éléments-là. Ce que vous ferez, par exemple, en tant qu'animateur, une fois que vous serez face au groupe, une fois que vous serez pour de bon dans la situation. Et donc, c'est ce travail avec énormément d'enjeux personnels qu'il s'agit de considérer et ensuite de mettre en mots dans la discussion que vous allez avoir avec les enseignants. Et donc, je voudrais insister en préalable à cette partie sur le caractère sensible, impliquant et même prise de risque du travail dans ce sens-là. Vous allez inviter les enseignants à s'exprimer sur quelque chose qui, pour eux, n'est pas la simple effectuation de tâches programmées telles qu'on m'a dit de le faire et j'exécute comme on pourrait décrypter le programme d'un robot. Vous allez toucher à de l'activité humaine avec tout ce que ça a de fragile et de délicat. De ce point de vue-là, avec cette considération du travail, je voudrais soutenir l'idée que verbaliser son travail, comme vous allez inviter les enseignants de vos constellations à le faire, aide à le faire. Que poser des mots sur son travail, ce n'est jamais que simplement le relater, ce n'est jamais simplement rendre compte de ce que j'ai fait de façon un peu plate. Voilà ce que j'ai fait, un point c'est tout, je rends compte comme je remplirais un rapport ou un compte-rendu. Une parole sur le travail engage nécessairement et de façon vive et intéressante une réflexion sur ce qu'on a fait. Parler de son travail, c'est, dans une métaphore sportive, refaire le match. Et refaire le match, c'est aussi décisif que de l'anticiper, que de le faire en avance dans sa tête. Dans n'importe quelle activité, donc là je pars sur le sport, mais c'est vrai aussi sur l'enseignement, qui est une forme de sport, on en ressort sur les rotules parfois. On anticipe bien sûr la partie, on la prépare, il y a des schémas tactiques, etc. Il y a ce qui se passe concrètement dans le feu de l'action sur le terrain, et puis il y a aussi tout ce qui se passe à la mi-temps et ensuite dans les séances d'entraînement, de l'ordre du débriefing, etc. Expliciter son travail, c'est une façon de rentrer dans une démarche de conscientisation, d'analyse, et puis je vais développer un petit peu de reconnaissance pour soi, pour autrui, voire de développement. C'est donc pour développer un petit peu cette idée de reconnaissance, c'est des recherches qui ont été développées en analyse du travail depuis une vingtaine, une trentaine d'années. En particulier, là, je pense à un courant qu'on appelle la psychodynamique du travail de Christophe Dejour, qui insiste sur l'idée de l'importance de la reconnaissance du travail que l'on accomplit. Reconnaissance par la personne elle-même d'abord, reconnaître la qualité de ce que j'ai fait, qui ne va pas de soi, parce que quand on agit dans l'immédiat, dans le feu de l'action, et on n'a pas toujours conscience de toute la qualité de ce qu'on a fait. Et puis reconnaissance, dans un sens peut-être plus trivial, par les personnes impliquées par son travail, par les destinataires de son travail, en l'occurrence, on va dire les élèves, les collègues, les parents, l'institution qui vous envoie au feu du travail, etc. Cette reconnaissance n'est pas seulement de l'ordre de la récompense un peu en bonus. La reconnaissance du travail participe profondément de sa réussite. Parvenir à reconnaître soi-même son travail et à le faire reconnaître par les autres, c'est s'engager dans une voie de performance, c'est pas très joli, en tout cas d'amélioration et de réussite, de valorisation, on va dire.
Dans ce que vous allez proposer aux enseignants dans le cadre des constellations, il va se jouer énormément de choses du côté de cette reconnaissance. Vous allez construire un cadre pour permettre à chacun, en racontant son travail tel qu'il l'effectue à nul autre pareil, tel qu'il l'effectue de son mieux, avec sans doute bien sûr des impairs, des points de perfection, des imprévus, etc., mais tout de même à sa main autant que possible, sinon il ne le fera jamais comme ça. Vous allez engager avec ses collègues une dynamique de reconnaissance qui me semble précieuse et indispensable à la bonne réalisation de ce travail. Et enfin, un quatrième et dernier point sur cette question du travail. Là, en m'appuyant sur une autre référence de l'analyse du travail relativement contemporaine, dans les années 90, d'un courant qu'on appelle la clinique de l'activité, du professeur Yves Clos, avec une équipe en particulier au CNAM, qui a travaillé la question du développement de l'activité entre des concepts donc, forgés par Clos et ses collègues de style personnel et de genre professionnel, avec l'idée qu'on arrive à faire un métier lorsque l'on intègre un certain nombre de tours de main, de gestes qui sont communément maîtrisés dans la profession. Il y a une façon d'être enseignant, il y a un éventail de pratiques globalement disponibles, donc Yves Clos parle de répertoire d'activités, globalement disponible à la disposition des enseignants, et on reconnaîtra un enseignant français à ce répertoire d'activités dans lequel il puise pour aller conduire ses leçons de maîtrise de la langue, de français, par exemple, de lecture-écriture. Mais il y a aussi un style personnel que chaque enseignant, que chaque professionnel, c'est vrai dans n'importe quel corps de métier, développe à sa façon en fonction de sa formation, en fonction de ses compétences, en fonction de son historique, etc. Et avec l'idée, à partir de cette distinction entre style et genre, que le meilleur professionnel sera celui qui parvient, à partir du répertoire commun, à partir du genre tel qu'il existe globalement dans la profession, à définir, à trouver le mieux son style, à trouver le mieux sa façon de faire. Comme les meilleurs pianistes, ou les meilleurs footballeurs, pour choisir la métaphore qui vous plaît, sont ceux qui trouveront leur style les plus efficaces, les plus à leur main, les plus adaptés à ce qu'ils ont à faire, dans le registre de ce qui se fait dans le cadre de leur profession. Voilà, et Yves Clos a développé, donc les cliniciens de l'activité, on va dire, ont développé un certain nombre de techniques à partir d'échanges entre professionnels, alors qui ne seront pas tout à fait à votre main là dans le cadre des constellations, mais qui peuvent relever de ça, à partir d'échanges, de confrontations de pratiques entre professionnels. Eux utilisent des vidéos où vous serez essentiellement sur de la parole, mais qui ont bien cet objectif-là. Permettre à chacun d'exprimer sa propre façon de faire, d'exprimer sa propre façon d'approcher les problèmes, de les traiter, de vivre les situations de travail en classe, dans une logique de confrontation aux autres pour, d'une part, comme je l'ai dit auparavant, faire reconnaître ce qu'il fait, mais surtout, au-delà de ça, à partir de la confrontation aux autres, se situer et identifier des pistes de développement en reprenant ce qu'exposent les collègues, plus ou moins, en se l'appropriant éventuellement, ou au contraire en s'en distinguant, parce que ce que vient de raconter la façon de travailler du collègue me donne l'envie de plutôt essayer autre chose, de plutôt essayer même, pourquoi pas, le contraire ou l'inverse, mais en tout cas en se situant par rapport à ce qu'on vient d'être dit. Donc c'est cette logique de confrontation, de distinction, c'est-à-dire de perception de comment font les autres, pour moi-même arriver à enrichir mon propre répertoire et développer mes pratiques, qui est, pour ce courant de la clinique de l'activité, source de développement professionnel. Donc on n'est pas du tout dans une logique de conformité à un modèle ou à des bonnes pratiques cadrées, posées, établies, par exemple, même avec la caution de chercheurs ou ce genre de choses. On est dans une discussion entre professionnels où chaque élément posé par chacun, encore une fois, pas tellement dans une logique d'horizontalité que de confrontation de pratiques avec différents degrés de maîtrise, différents degrés d'appui sur des ressources constituées, et y compris universitaires. Je ne veux surtout pas dénigrer l'intérêt des sciences de l'éducation de ce point de vue-là, pour permettre non pas que
que chacun en fasse qu'à sa tête, comme on dit familièrement, mais au contraire, pour permettre à chacun de choisir et de savoir ce qu'il fait. 2 mots de conclusion, je vais déborder un tout petit peu le temps imparti. Une expression, et j'ai oublié de pointer tout à l'heure, mais je vais me rattraper, que les groupes que je vous ai montrés à l'écran étaient très très masculins, même unanimement masculins. Voilà, c'est notre problème de notre patrimoine. On déboulonne des statues en ce moment. On va laisser les fresques de Raphaël intactes, mais le fait est qu'elles sont masculines. Et puis j'enfonce un petit peu le clou en vous invitant à être l'homme de la situation. Il me semble que c'est une définition qui peut servir de point d'appui pour l'animateur. Percevoir les situations et chercher les interventions les plus opportunes pour que le groupe avance. Pour cela, en image, alors ça c'est pas franchement artistique et puis un peu audacieux, mais je vois bien l'animateur comme le conducteur de cette modeste bicyclette. On ne vous donne pas beaucoup de moyens, quelques heures de formation, 3 séances à chaque fois, donc un peu juste une bicyclette. Vous allez peut-être avoir l'impression parfois que vous disparaissez derrière le groupe, mais vous allez avoir une fonction majeure, essentielle, de porter ce groupe et de lui permettre d'avancer, avec un travail d'équilibrisme qui vous vaudra, je n'en doute pas, beaucoup de reconnaissance. Et enfin, je vous invite à être attentif aux coulisses. Et là, je bascule, dans du travail féminin, en faisant allusion à une autre séance de groupe dont les acteurs principaux ont disparu de la table, mais en étant remplacés par des personnes non moins indispensables pour faire les petites mains. Et évidemment, il y a une fonction clin d'œil. Il faut s'occuper de nettoyer la salle, surtout en ces temps de protocole sanitaire impératif. Cette image me semble importante aussi dans sa dimension symbolique pour vous inviter à réguler ce qui s'est passé dans le groupe. Il faut que vous ayez le souci de laisser propre, laisser les choses propres, dissiper les malentendus, apaiser les tensions, avec tout un travail qui est moins visible, peut-être moins glorieux que les prédécesseurs à cette table, mais avec une fonction qui est majeure aujourd'hui et qui nous emmène là encore du côté du travail féminin, qu'on appelle la fonction du care, pour prendre le mot anglais. Je vais en rester là avec ce mot de conclusion. Je pense que votre travail d'animation sera réussi si vous avez réussi à prendre soin de votre groupe. Merci beaucoup. Je voulais quelques mots de commentaire parce qu'il y a des clins d'œil dans cette bibliographie qui est très subjective et pas du tout complète, évidemment. Une pièce de théâtre, pour commencer, 12 hommes en colère, c'est aussi un film, mais c'est vraiment un moment extrêmement instructif d'un récit d'une vie d'une groupe, en l'occurrence un juré, que des hommes, encore une fois, qui doit décider de la condamnation à mort d'un homme, avec un basculement extraordinaire. Et donc c'est pour saisir la dynamique du groupe, il n'y a rien de tel qu'un récit très simple, ça se lit vite, comme ça. Laurent Quintreau, c'est également de la fiction, un roman, donc mettant en scène une vie de groupe, mais avec une bascule de chapitre en chapitre dans la tête de chaque participant au groupe. Et c'est aussi passionnant pour percevoir ces dimensions cachées que j'évoquais de la vie d'un groupe. Amado Guité, c'est du classique sur la dynamique de groupe, voilà, comme les questions de cadre, de différents niveaux, de différents registres, etc. Une conversation fatale, c'est un article ancien mais très classique des études de linguistique, de conversation, à partir de scènes qui malheureusement se reproduisent fréquemment, encore récemment en France, de prise en charge d'un appel téléphonique par le SAMU qui tourne mal, jusqu'au drame. Donc là, c'est une situation comme ça, et avec une étude qui examine en détail comment une conversation peut mal virer alors que tout est cadré au départ pour que ça ne le soit pas, qui est absolument passionnante. Et puis 2 références en termes d'analyse du travail. Les enjeux psychiques du travail, c'est plutôt la psychodynamique du travail que j'évoquais de Christophe Dejour. Vraiment un livre accessible, c'est pour ça que je vous le recommande, qui est très nourrissant sur cette question de la reconnaissance en particulier. Et Jean-Luc Roger, c'est l'équipe de Yves Clos, la clinique de l'activité. Et je recommande en particulier celui-là parce qu'il est ancré dans le monde enseignant. Ça s'appuie en particulier sur le genre professionnel dans le monde enseignant, avec cette belle expression de refaire son métier qui, là aussi, pourrait être reprise dans l'objectif des constellations du plan français. Merci. Merci. Merci Patrice Bride. En tout cas, merci pour déjà cette première intervention absolument passionnante. Et je pense qui vous aura nourri, mais qui devrait pouvoir aussi vous nourrir tout au long du travail avec les constellations cette année, avec des réflexions sur
sur l'organisation du travail du groupe et sur aussi ce que c'est que de parler de son activité professionnelle, vraiment très pertinente et très intéressante.